Et l'aventure qui se conjugue au présent sur votre émission 100% bienvenue à vous, mesdames, messieurs, maître Adrien Oumbédi, président de l'Assemblée nationale au Bénin. C'est incontestablement le président d'institution le plus en vue ces 20 premiers mois de la gouvernance Talon. Et il pourrait le demeurer pendant quelques mois encore. Adulé hier, l'homme est de plus en plus décrié au travers de ses interventions et surtout de son mode de gestion de l'institution parlementaire, la 7e législature. Sa récente intervention publique en date du 16 janvier lors de la cérémonie de présentation de vœux des institutions à la présidente de la République n'aura pas dérogé au constat. Une sortie médiatique, peut-on dire, qui continue de faire couler assez d'encre et de salive. Et pourtant, l'homme dit rester égal à lui-même. Pourquoi alors tant de controverses? Le problème serait-ce maître Adrien Oumbédi ou le peuple béninois lui-même? Mesdames, Messieurs, voilà entre préoccupations au menu de votre émission du jour. Thème à débattre, polémique incessante au Bénin autour des prises de position du président de l'Assemblée nationale, Adrien Oumbédi, le mal compris de tous. Mais avant, le développons donc la revue de presse. À la manette, il n'aura pas changé. Notre compagnon de tous les jours, à l'instant, revue des titres. Il a non, vous devinez qui c'est. Kodjovia Metonou, déjà installé pour nous présenter l'essentiel à la une. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Tondi. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment elle se présente la une des journaux ce jour-ci? Toujours très intéressante lorsque vous prenez les titres. Mais la moisson, les jeudis, vous savez, elle est maigre. Mais le contenu, toujours dense. Riche, voilà. On va aller plutôt les découvrir simplement avec vous. Voilà, on démarre donc avec le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo qui constate que la grève dans la fonction publique a été une réussite totale. Et pour ce journal, c'est bien sûr l'inconséquence des réquisitions. Et parlant de bonnes œuvres, dont d'un laboratoire moderne au collège d'enseignement général Kouyobe dans le Mono, Adjavo encore et toujours dans le social, écrit donc le journal. La dépêche, cette fois, rapport entre institutions de la République. Adrien Oumbédi et Patrice Talon se sont dit oui pour accompagner les réformes. Et puis présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. Oumbédi très révélé. La nouvelle tribune, réforme sous Talon, des lois votées de façon expéditive sans débat public. Et puis réflexion de René Awansou, présentation de vœux ou l'aveu d'échec de Talon à la tête de l'État béninois. Le quotidien L'Afrique en marche donc des vœux au chef de l'État. Le grand sourire entre Talon et Kassa a indigné les Béninois. Puis soutien inconditionnel du président du Parlement à la rupture, la Cour constitutionnelle, espoir d'une démocratie qui s'érode. Le nouvel observateur, présentation de vœux au chef de l'État, Adrien Oumbédi, entre charme et loyauté. Aveu d'échec du chef de l'État, Patrice Talon et ses talons d'Achille. Quotidien Matin Libre, attribution des numéros 68, 98 et 99 à Etisalat Bénin. L'ARCEP assure la continuité du service des abonnés Glo. Pour ses prises de position, Adrien Oumbédi au cœur de la controversée. Pu.media, Joël Tondi, réseau GSM, site Glo Mobile, Bénin, et puis vers des institutions de République, veut donc des institutions de la République au chef de l'État. Oumbédi dans la dynamique d'une politique de la ruse. Merci, Kodovi Ametonou. Oui, les titres sont multiples et variés ce matin. Je vous laisse le choix d'aller pour le développement. Oui, puisque nous sommes dans le domaine de la technologie, aujourd'hui, on peut parler quand même de la continuité que l'ARCEP veut assurer donc à travers la reconduction, la réorientation des abonnés Glo vers le réseau Etisalat. Mais pourquoi Etisalat justement? C'est là la question que beaucoup de Béninois se posent. C'est un réseau concurrentiel également dans le secteur de la téléphonie au Bénin. Alors, cette histoire de Glo est partie d'où? Rupture de dialogue avec le gouvernement, interdiction d'activité avec mainmise sur le matériel technique, réorientation donc des abonnés vers un autre opérateur privé. Mais pendant ce temps, Joël Tondi, dans ce même pays, vous savez que Bébécom, qui était également dans ce secteur,
a été boudé, mais pourtant, ses abonnés n'ont jamais été réorientés vers qui que ce soit. L'autre point de la question qui préoccupe beaucoup... Vous pensez qu'il y a là une politique de 2 poids, 2 mesures? De toutes les façons, je ne vous fais pas le dire. Lorsque vous prenez par exemple le réseau de téléphonie nationale Libercom, qui est en agonie, qui est en difficulté, on peut toutefois réorienter ces 3 millions d'abonnés de Glo vers Libercom pour peut-être lui apporter un bouffée d'oxygène. Mais pourquoi on ne le fait pas? Lorsque vous prenez par exemple ce Glo et le réseau MTN Bénin, dont le directeur général a été expulsé il y a quelques jours, et bien vous vous demandez en réalité si le gouvernement et l'ARCEP n'ont pas une idée derrière la tête. Quand devient métonnant, mais la réalité elle est aussi là. Les erreurs d'hier doivent aider à ne pas faire aujourd'hui. Hier, le gouvernement ou l'ARCEP n'a pas eu l'idée de faire ce dont vous parlez avec Bébécom. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent se rattraper au lieu de laisser les abonnés à leur triste sort. Pourquoi on ne les envoie pas vers MTN? Pourquoi on ne les envoie pas vers Libercom? Pourquoi on ne les envoie pas vers le réseau national pour au moins prétendre d'une certaine manière sauver ce qui est en déconfiture à ce niveau-là? Mais pourquoi les redressements adressés à Glo et à MTN n'ont jamais fait objet de publication officielle pour ce qui concerne le réseau Etisalat? C'est autant de préoccupations qui méritent d'éclaircissement pour que ce combat que mène l'autorité de régulation des téléphonies, des postes et autres dans la République du Bénin puisse véritablement être accepté de tous. Sinon, il y a beaucoup de suspicions. Merci à vous, Kodovi Ametono. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir une fois encore suivis. Assez de suspicions, l'autorité a à reprendre du poil de la bête afin que les divergences et doutes soient aplanés. On se retrouve demain, ce sera avec le même entrée. À demain. Et l'aventure qui se conjugue toujours au présent sur votre émission 100% Bénin. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Maître Adrien Roumbédi, président de l'Assemblée nationale au Bénin. C'était contestablement le président d'institution le plus en vue. Ces 20 premiers mois de la gouvernance Talon. Et il pourrait le demeurer pendant quelques mois encore, affirme bien d'analystes. Adulé hier, l'homme est de plus en plus décrié au travers de ses interventions et surtout son mode de gestion de l'institution parlementaire, la 7e législature. Sa récente intervention publique en date du 16 janvier lors de la cérémonie de présentation de vœux des institutions à la présidence de la République n'aura pas dérogé au constat. Une sortie médiatique, peut-on dire, qui continue de faire couler assez d'encre et de salive. Et pourtant, l'homme dit être resté égal à lui-même. Pourquoi alors tant de controverses? Le problème serait-ce Maître Adrien Roumbédi ou le peuple béninois lui-même? Voilà, mesdames, messieurs, entre autres préoccupations, au menu de votre émission du jour. Thème à débattre, polémique incessante au Bénin autour des prises de position du président de l'Assemblée nationale, Adrien Roumbédi, le mal compris. Pour en débattre, nous avons sur ce plateau 2 invités. Maître Sadikou Ayo Alao, avocat, il est le président du GEDES Afrique, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique. Il est l'un des ardents acteurs pour la réconciliation entre les Béninois de l'intérieur et ceux de la diaspora. Nous étions là en pleine période du PRPB. Le flambeau, l'homme aura en son temps à le transmettre à Maître Adrien Roumbédi. Ce sont des amis de longue date, dit-on. Il le connaît un peu, un sachant en quelque sorte sur ce plateau. On lui donnera tout à l'heure la parole. Maître Sadikou Alao, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de répondre présent à cette invitation. C'est moi. En face de vous, Fidèle Ayena, politiste, il est enseignant, chercheur à la FADEPS, à l'UAC, faculté de droit et de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Il nous tiendra aussi compagnie pendant 45 bonnes minutes. Fidèle Ayena, bonjour. Bonjour. Et ce matin, ça va très bien. Merci de nous rejoindre. Depuis quelques jours, ce n'est que secret de polichinelle. Maître Adrien Roumbédi, ce nom est sur toutes les lèvres. Ces interventions, ces prises de parole suscitent maintes réactions. Pourquoi tant de réactions autour d'un homme qui, dit-on hier, reste un homme de consensus? Je vais plutôt me retourner vers le politiste pour avoir sa première lecture avant d'apprécier les propos récents qui font objet de controverses. Fidèle Aïda, Maître Adrien Roumbédi,
l'homme au cœur de tous les débats. Je vous remercie. Maître Adrien Ouedji, le président de notre Parlement, vous avez soulevé la problématique tout à l'heure de savoir si c'est lui qui était incompris ou si c'est le peuple qui reste incompris. La question n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni Maître Adrien Ouedji, ce n'est ni le peuple, mais c'est le système. C'est le système politique que nous avons au Bénin. C'est le système partisan lui-même qui autorise toutes ces dérives. C'est le système partisan. Une première lecture. Les faits, nous allons tout à l'heure les apprécier. Et je retourne la même question à Maître Sadiko Alao. Oui, que se passe-t-il? Pourquoi tant de bruit de bottes autour d'une personnalité qui, paraît-il, aura tant donné à la République? Bon, il faut dire que ceux qui parlent de Maître Adrien Ouedji, mon cher ami et cher confrère, le connaissent très très peu. Vraiment? Ils le connaissent très très peu. Maître Adrien Ouedji peut à la fois être très sympathique et en même temps être très surprenant. Disons que dans ses approches, il y a beaucoup de politique, même dans les approches de ses affaires personnelles, il y a beaucoup de politique. Et il y a beaucoup d'intérêts en même temps. Et si vous ne comprenez pas les deux, vous ne pouvez pas comprendre l'homme. La politique, ce qu'on appelle la politique, qui est, comme disent certains, qui n'est que mensonge. Et seuls ceux qui croient donnent de la force à ce type de mensonge. Il est quelquefois l'incarnation de cela. C'est très difficile de prendre pour argent comptant ce qu'il dit parce qu'il y a beaucoup de spéculation là-dedans. J'essaye de résumer, mais il est très complexe. Très complexe. Voilà, difficile de prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Et pourtant, le peuple béninois, en tout cas, une bonne partie de ses contribuables, essaie plutôt de décrypter l'homme à travers ses prises de position, ses faits, ses gestes. Si c'est l'interruption au perchoir de son jeune collègue Mitopé qui a suscité assez de réactions récemment, ce sont les propos. Hier, c'est le chef de l'État qui croit avoir trouvé un État sinistré. Maître Adrien Ouedji déclare ceci, je cite, « L'État que vous héritiez était un État saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout ou presque devrait être réformé. » Fidèle Ayena, ce sont là les propos qui, ces temps-ci, en sont à alimenter la polémique. Oui, d'abord, je vais revenir sur ce que disait Maître Alao tout à l'heure, en disant que la politique, lorsque on regarde un peu dans l'imaginaire collectif du citoyen lambda, la politique n'est pas vertueuse, ne serait pas vertueuse. C'est vrai, ça c'est dans l'imaginaire collectif. Et que la politique, au sens noble du terme même, c'est s'occuper de la cité, c'est la gestion publique. Et que, oui, au nom de cette gestion publique, un acte politique de premier plan, en tout cas très important, peut être amené à considérer que l'État, dans sa gestion, se retrouve dans un état catastrophique. Et que c'est aussi quelque part des invectives, en quelque sorte, entre guillemets, qui sont lancées pour les gestions précédentes, lorsqu'on sait que... Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Hein? Le président du Parlement, de l'Assemblée nationale, n'est pas en dehors de cet État. Et que lorsqu'il parle d'un État saccagé, mais il est aussi comptable de cet État saccagé. Voilà. Oui, Maître Sadiko Alao, ces propos qui ont fait couler assez d'encre de salive et qui continuent d'alimenter la polémique venant du président de l'institution, est-ce qu'on devrait lui en vouloir? Je crois qu'il faut distinguer la personne physique de Maître Adrien Ouedji de la personne publique qu'il représente et surtout l'Assemblée nationale qui est une émanation de la souveraineté populaire. Je crois... On ne va pas échelon, oui.
Je crois qu'en tant que personne physique, homme privé, il a le droit de se laisser aller à toutes sortes de déclarations. Mais lorsqu'il apparaît comme le représentant de la souveraineté populaire et comme quelqu'un qui a exercé des responsabilités sous le régime précédent, responsabilité qu'il n'a pas eu à dénoncer en son temps, parce que n'oubliez pas que l'Assemblée nationale, c'est l'organe de contrôle a priori et a posteriori de l'exécutif. N'ayant pas fait cette dénonciation en son temps et le faisant aujourd'hui, on est en droit de dire que c'est de l'opportunisme politique, surtout que ce n'est étayé d'aucun mécanisme de preuve et d'aucun élément probant. Et je crois que ce genre de déclaration devrait être évité par ce pouvoir qui est l'émanation de la souveraineté populaire. Et je crois que pour faire certaines déclarations, lorsqu'on les fait au nom du peuple, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que ça finit par vous rattraper. Ça finit par vous rattraper, Maître Sadiko. Alors, je ne donnerai pas encore la parole à Fidèle Ayena, mais quand vous parlez d'opportunisme politique, on est aussi en droit de s'interroger. Maître Adrien Mbouidji, la nature ou le peuple lui aura tout donné. Certes, il n'a pas pu accéder au grand perchoir. Je veux parler du fauteuil présidentiel, mais l'homme a presque tout obtenu de la nation béninoise. Pourquoi parler aujourd'hui d'opportuniste politique? Je crois que nous devons être honnêtes lorsque nous parlons des affaires qui concernent notre peuple. La personne physique d'Adrien Mbouidji a dit qu'elle ne saurait se contenter de rester dans l'opposition, parce que l'opposition apparemment ne paye pas et ça ne lui a jamais rien rapporté. C'est vrai, il a le droit de le dire en tant que personne physique et en tant que peut-être président d'un parti politique. Il est libre de faire cette déclaration, mais en tant que président de l'Assemblée nationale, ses propos sont totalement déplacés. Et il faut que des citoyens honnêtes le lui disent. C'est des choses à ne pas répéter. Parce que ceux qui nous entendent de l'extérieur et ceux qui nous entendront demain, nos enfants et petits-enfants, seront surpris de voir une personne de sa qualité et du prestige de l'institution qu'il représente faire de telles déclarations à l'emporte-pièce. Je crois que lui-même devrait regretter ces déclarations, quels que soient les intérêts en cause. Fidèle Ayena, oui, le 16 janvier, c'était pas Maître Adrien Mbouidji, personne physique ou président du PRD qui parlait, mais c'était le président de l'Assemblée nationale, qui plus est porte-parole des autres institutions. Devrait vraiment être embêté d'entendre le président et porte-parole des autres institutions s'exprimer en ces termes. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé en tant que personne physique, mais en même temps en tant qu'émanation d'un pouvoir constitué, le Parlement. Donc c'est les deux casquettes qui ont joué. Ce sera difficile pour lui de dissocier les deux casquettes lorsqu'il prend la parole. Mais après tant de parcours politique, c'est aussi difficile de démêler les chevaux? Ça sera difficile parce qu'il reste le président de l'Assemblée nationale et que toute déclaration publique qu'il peut faire et qui rentre dans le giron, dans le champ politique, va dans ce sens-là. Vous savez, on a parlé tout à l'heure d'opportunisme. Quand il a parlé, d'ailleurs, toutes ces déclarations sont des déclarations d'acteurs stratégiques. Deux types d'acteurs stratégiques, à savoir l'homo economicus en tant que personne physique, puisque chaque fois il va chercher à maximiser ses intérêts politiques, comme un agent économique, et l'homo politicus, un autre acteur stratégique qui va chercher à déployer chaque fois ses libertés d'action en fonction de ses opportunités. Et que je vous dis comme le citoyen lambda que ceci intervenait comme pour plaire au chef? Exactement. Exactement, puisqu'il s'est déclaré lui-même en disant qu'il n'a nullement envie de rester dans l'opposition
Et donc, pour ne pas être dans l'opposition, il faut être avec la mouvance. Il faut donc plaire à la mouvance. Il faut dire ce qu'il faut dire pour plaire à la mouvance. Donc, il fait l'action, le choix de la politique gouvernementale. Une politique gouvernementale qui, pour certains, c'est une autre révélation du personnage. Mais cette révélation reste-t-il payant pour le parti? Et d'abord, quand je parle du parti, le parti dont il est le porte-voix, le parti politique, mais en même temps, pour les deux partis, c'est-à-dire le chef de l'État en tant que président d'une institution et Adrien Mbedji en tant que président d'une autre institution. Vous savez, c'est très profitable pour le chef de l'État. C'est une aubaine, c'est une belle occasion pour le chef de l'État de pouvoir profiter de ce soutien, donc de pouvoir rallier à sa cause politique un homme politique aussi important comme Adrien Mbedji. Mais pour le parti même, le PRD d'Adrien Mbedji, ce n'est pas tout à fait profitable parce que cela se déteint sur l'image du parti, puisque l'image d'Adrien Mbedji se déteint sur l'image du parti. Et si Adrien Mbedji doit jouer au volte-face en permanence, puisque c'est ce qu'il est, il est reconnu comme cela, il a cette réputation depuis le renouveau démocratique. Donc s'il doit jouer au volte-face chaque fois, cela se déteint naturellement sur le parti politique. Mais ce n'est surtout pas payant pour le système partisan lui-même. En vérité, comme je le disais tout à l'heure, il agit ses possibilités de liberté en fonction de ses opportunités, le gouvernement actuel lui offre une opportunité et il a saisi. Il a saisi pour ne pas rester dans l'opposition, alors qu'il aurait pu faire grandir, en tout cas, le pays en restant dans l'opposition constructive. Mais il se refuse cela, il est un acteur opportuniste. Et que le système partisan lui-même en prend un coup. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui demandent à réformer le système partisan parce que c'est important. Et si tout cela est possible, c'est parce que notre système partisan est construit de telle manière que nous n'avons pas de fil d'Ariane idéologique qui permettent de construire l'action politique de chaque parti politique. Vous prenez un parti comme le PRD, il n'y a pas d'idéologie. Donc, Adrien Mbedji peut chaque fois se justifier dans ses volte-face en disant, mais écoutez, je reste fidèle à moi-même. Est-ce que je me suis engagé? Est-ce que je suis dans tel champ idéologique? Quels sont les idéaux, en tout cas les idéaux typiques du PRD ou de la RB, etc. Il n'y en a pas. Donc, qu'on se retrouve en opposition ou pas en opposition, ou qu'on se retrouve dans un maillage où il n'y a pas de ligne idéologique qui sépare, il n'y a pas de classe, la classe politique n'est pas si clivée que cela, et donc on est dans un fourre-tout. Il en profite comme acteur stratégique, comme acteur opportuniste qui maintenant va déployer chaque fois ses libertés pour profiter de chaque situation. Aux critiques qui fusent de part et d'autre, Maître Sadikou Alao, Maître Adrien Mbedji répond qu'il reste égal à lui-même. Ne le dit-il pas à raison? Le parti que l'homme incarne, c'est l'arc-en-ciel qui sait prendre la couleur de la circonstance. Là, est-ce que ceux qui voient en lui un homme trop versatile ne le jugent pas plutôt à tort? En fait, l'ami que je connais, ou que je connaissais, parce que... Ne dites pas qu'au soir, pratique, vous ne savez que vous le méconnaissez. Nos fréquentations sont un peu éloignées, un peu distantes, mais l'homme que je connaissais, c'est quelqu'un de, en réalité, très discret. À telle enseigne que même sa résidence à Abidjan, à l'époque où j'étais fonctionnaire international, il y avait mis sur le fronton à Benyoou. Qu'est-ce que ça signifie? Le silence est préférable. Le silence est préférable. Et c'était très apprécié. Donc, ceux qui sont souvent silencieux sont souvent discrets. Et quand ils se mettent à parler, ils peuvent dire des choses inacceptables. Je suis sûr qu'en d'autres temps, en d'autres lieux et en d'autres circonstances, mon confrère et ami, que je considère toujours comme un ami, parce que c'est le ciel qui vous donne des amis et vous n'avez pas le droit d'en décider autrement. Tout à fait. Je crois qu'en d'autres temps, en d'autres lieux, en d'autres circonstances, il est capable de se justifier et de dire le contraire de ce qu'il a dit. Parce que je ne peux pas comprendre
quelles que soient les circonstances, avec la culture que l'ami a, qu'il puisse confondre ses intérêts personnels et égoïstes avec les intérêts de la souveraineté nationale. Quels que soient les intérêts, et quel que soit le fait qu'il ait accepté d'accompagner, il n'a jamais dit qu'il accompagnait aveuglément un régime qui n'a pas contribué à mettre en place, dont il n'a pas approuvé les idéaux. Il ne peut pas dire qu'il est prêt à accompagner ce régime dans n'importe quelle aventure. Et Dieu seul sait si aujourd'hui il y a de trop grandes aventures qu'il ne peut pas ignorer. Expliquez-vous. Des aventures du point de vue de la gouvernance qui sont mortelles pour le pays. Il ne peut pas dire devant le peuple demain qu'il ignore tout ça et qu'il appuie toutes ces aventures de gouvernance telles que je le connais, en dehors de faire des déclarations pour plaire ou d'opportunité. Je ne peux pas me convaincre que lui, Adrien Oumbédi, est absolument convaincu que c'est des aventures dont raffole ou que recherche le peuple béninois pour son meilleur devenir. Politiquement, Maître Didier Koualao, vous le savez, l'homme n'a plus vraiment grand-chose, comme on dit, à démontrer, ni grand-chose à inspirer. Alors, quand on est au soir de sa carrière politique et peut-être de sa vie, l'homme est d'un certain âge, est-ce que ces considérations comptent encore beaucoup? Je la pose la question parce que vous aussi, vous êtes d'un certain âge, vous avez un parcours certain. Alors, c'est en raison de cela que je vous dis que je ne peux pas croire que l'ami Adrien Oumbédi accepte toutes ces aventures très risquées pour le peuple béninois. Déjà, moi, avec le petit niveau matériel que j'ai, je le qualifie de petit, il y a des choses que je ne peux pas accepter pour mon âge. Et je suis un contemporain d'Adrien. Nous avons à peu près le même âge, tel que je le connais. Il n'est pas dans l'extrême urgence au point d'accepter n'importe quoi et n'importe comment. Appelez-vous n'importe quoi et n'importe comment? Non, la gouvernance hasardeuse et malheureuse pour le peuple béninois, que nous connaissons, que tout le monde connaît et qu'il est censé connaître. N'est-ce pas là un point de vue de votre part? Parce que votre Adrien Oumbédi rappelle qu'il s'agit là de l'héritage de Patrice Talon et non des faits qui lui incombent, ce que le peuple vit actuellement. Et pourtant, il a été, comme vous le dites... Non. Maître Adrien Oumbédi n'est ni borgne ni aveugle. Que se passe-t-il alors? Tout au plus, on peut dire que nous ne vieillissons pas tous de la même manière. Sérieux? Parce que, vous savez, quel que soit l'âge, chacun vieillit à sa manière. Mais je ne peux pas croire, bien que je l'ai vu il y a un peu longtemps, je ne peux pas croire qu'il ait vieilli au point de ne pas se rendre compte de notre réalité quotidienne et des risques que l'on prend en matière de gouvernance pour ce pays-là. Il est parfaitement, il ne peut pas ignorer parce qu'il fait du contrôle a priori et a posteriori. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire que l'être physique qu'Adrien Oumbédi vienne se confondre avec les fonctions qu'il incarne au niveau de la souveraineté nationale. Il est bien conscient de ce distinguo et je ne peux pas. Moi, je refuse de croire. Vous refusez de croire, mais les faits sont là, fidèle Laïna. Maître Adrien Oumbédi, pour certains, trouve une excuse à la situation économique difficile que traverse actuellement le peuple béninois depuis l'avènement du régime actuel. S'agit-il réellement d'une excuse ou des faits que l'homme essaie d'apprécier? Vous savez, Maître Adrien Oumbédi est arrivé, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, au soir de sa vie politique. Et donc, dorénavant, il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre, il est capable d'accepter tout. C'est une personnalité politique de notre pays qui a recherché le pêchoir, le sommet, au sommet de l'État.
mais qui n'est pas arrivé. Et maintenant qu'il a l'occasion, vous savez, de redevenir président de l'Assemblée nationale, mais ça ne sera plus possible après cette mandature. Et ça ne sera plus possible non plus de conquérir le pouvoir politique au plus haut niveau. Et donc, il est prêt à tout dans ses relations marchandes, aussi bien politiques qu'économiques, intérêts personnels. Et il faut savoir que tous les partis politiques, parce que ce n'est pas seulement le fait du PRD, tous les partis politiques au Bénin ne recherchent la promotion que de leurs promoteurs. Et donc, le PRD, qui est fondé, créé par Adrien Ouédji, n'a recherché de tous les temps la promotion que de lui et de lui tout seul. Vous savez, tout récemment, il a essayé de mettre en place une réforme pour rechercher la promotion des jeunes des femmes, mais bon, c'est évidemment au soir de sa vie politique qu'il met cela en place. Et donc, jusque-là, et jusqu'au dernier moment, il va profiter, en tout cas, de la promotion que lui confère son parti politique. Et c'est cela qui l'amène à prendre ses positions qu'il peut prendre dans la mesure où ça lui permet, dans cette relation marchande, politique, de valoriser ses intérêts, de maximiser ses intérêts politiques, ses intérêts personnels. Une relation marchande, dites-vous, là où le bas blesse pour certains, la relation marchande serait une relation plutôt unidirectionnelle et les conséquences pourraient être très préjudiciables. Mais lorsqu'on le dit aussi comme ça, est-ce qu'on ne perd pas de vue que sur un terrain politique, surtout sur les tropiques, tout se joue toujours sur les données d'intérêt? Vous avez, sans le savoir, défini ce qu'est la gouvernance au Bénin depuis moins de 2 ans. Ah, c'est ça, la gouvernance au Bénin depuis moins de 2 ans. Vous venez de définir, je voudrais définir cela que je n'aurais pas fait mieux. Ça dit quoi là-haut? Mais c'est tout ce qui se passe dans notre pays. Et de manière culottée et hasardeuse, effrontée. Mais c'est ce que nous vivons tous les jours. Nous nous permettons de le dire, pas pour critiquer, mais c'est pour qu'on laisse quelque chose à nos enfants et à nos petits-enfants. Et non rien que des dettes qu'aucune génération ne saurait éponger. Tout ce qui se passe autour de nous, vous ne voyez pas que ce sont des dettes que nous léguons à nos enfants, à nos petits-enfants. Même les investisseurs se posent la question de savoir comment ils vont être remboursés. Au Bénin? Mais la situation du Bénin, en dehors de ce qu'on vous dit à l'ORTB ou sur les autres antennes, le président lui-même a été obligé de reconnaître dans son dernier discours qu'il n'y a pas de philanthrope pour nous donner de l'argent. Tout ce qu'on a fait miroiter... Mais en le disant, n'était-il pas en train de lancer un appel à ses concitoyens de se mettre à l'œuvre? Non, mais en fait, après nous avoir laissé croire qu'il y a de l'argent et qu'on allait investir, que nous allons connaître la prospérité, on nous a dit par la suite, un premier temps, il faut un peu serrer la ceinture, dans 6 mois, ça aura mieux. Après, 1 an après, on nous a dit, il faut serrer davantage, ça ira mieux dans 2 ans. Et que sais-je d'autre? La réalité est là. C'est un pays qui n'a pas de pétrole. C'est un pays qui ne vit que de services. Et les ressources que ça procure, il faut savoir les gérer et ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Mais n'est-ce pas là aussi le rêve du président et autour duquel il s'attelle? Il demande à ses concitoyens de souffrir un peu des réformes aujourd'hui pour demain s'extasier. Oui, mais il doit gérer l'État en toute neutralité, en toute impartialité et éviter au maximum les conflits d'intérêts. Mais tel que ça se fait, s'il veut prendre n'importe quelle mesure aujourd'hui, on voit à travers la mesure ses intérêts personnels. Parce qu'il n'a pas géré le pays en toute neutralité. Même les textes qui sont pris à l'Assemblée nationale, la précipitation avec laquelle on les prend, sans qu'il y ait un débat public, comme on a voulu le faire pour l'amendement de la Constitution. C'est comme si on voulait surprendre un peuple et prendre à ce peuple-là le maximum. Alors que le peuple n'a pas de mine d'or, il n'a pas de pétrole, il ne vit que de ses services.
qu'il faut ménager, comme on doit ménager le peuple lui-même et ses fonctionnaires. On ne peut pas prendre de mesures arbitraires. Regardez, cette histoire de grève, par exemple, ça dénote quoi? C'est pour permettre au pays de mieux évoluer. Trop de grèves perturbent la fiabilité, même des résultats attendus au niveau des administrations, la célérité dans le travail. Et pour le chef, il faut voir, en tout cas, l'idée vient d'abord des élus du peuple et le chef, visiblement, comprend un peu la démarche. Écoutez-moi bien, oui. Nous avons une possibilité unique d'expliquer quelque chose à notre peuple. Allez-y. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a toujours dénoncé, ou qui a toujours dénoncé l'abus du droit de grève. C'est vrai. En disant que on peut faire grève pour défendre les intérêts des travailleurs, mais il ne faut pas en abuser pour ruiner le pays. Tout à fait. Donc, moi, je suis très à l'aise de vous dire que ça demeure un principe. Mais prenez le cliché de la gouvernance actuelle, où tout le monde se met à plat ventre devant le peuple, à commencer par l'Assemblée nationale, pour des intérêts que nous connaissons tous. Le gouvernement lui-même... Moi, je ne connais pas ces intérêts. Oh, notre ex-première dame les a dénoncés. Oui, elle a parlé. Et si tout ce qu'elle a dit et qui s'est avéré vrai, continue d'être vrai, on comprend qu'un certain nombre de représentants du peuple, soi-disant qui soutiennent la majorité, en réalité se soutiennent eux-mêmes. C'est tout ce que nous appelons l'intérêt personnel. Donc, nos lois à l'Assemblée nationale ne font plus l'objet d'un examen méticuleux et attentif. On ne prend pas le temps qu'il faut pour les examiner. Parce que chacun défend son beefsteak. Nous sommes dans ce contexte-là où le contre-pouvoir de l'Assemblée ne fonctionne pas, où la mauvaise gouvernance de l'exécutif est décriée tous les jours, ou même si l'exécutif veut prendre une mesure en toute honnêteté, tout le monde y voit une perfidie par derrière. Ajoutez à ce contexte qu'il y a des revendications des travailleurs pour lesquelles on a dit qu'au maximum, à la fin de l'année, toutes ces revendications seront satisfaites. Voilà le tableau sur lequel, 2 jours avant l'échéance fixée, on prend une loi interdisant le droit de grève à la majorité de ces travailleurs. Vous avez beau dire que l'on abuse du droit de grève, mais si vous ne tenez pas compte de ce contexte de ruse, mais vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, on doit vous payer le 31 et le 29, on prend une loi sans vous avoir payé pour vous interdire de faire grève. C'est-à-dire que non seulement on vous bastonne, mais on vous interdit de pleurer, et en toute illégalité, parce que, tenez-vous pour dire, quand je dis que l'Assemblée nationale représente la souveraineté du peuple et que son président doit l'incarner, ce n'est pas des propos au hasard, parce que quand on saisit l'Assemblée nationale d'un projet de loi, on saisit le président de l'Assemblée nationale. La première des choses, avant même la transmission à la commission des lois, le président de l'Assemblée nationale réfléchit à sa compétence. Il doit se poser la question, et surtout qu'il est juriste lui-même. Il a rappelé qu'il a été au parquet, et je rappelle qu'il a été avocat. Comment ne peut-il pas se poser la question de savoir si le texte qu'on me soumet est de ma compétence ou de la compétence de la Constitution? Parce que interdire le droit de grève, c'est contredire une disposition de la Constitution. Donc, il ne peut pas ne pas se poser cette question en la forme. D'abord, est-ce qu'il est compétent pour contredire une disposition claire et nette de la Constitution? Et il ne peut pas, après avoir fait étudier et fait adopter, dire qu'il a adopté à contre-cœur. Mais quoi, ça veut dire que celui qui représente la souveraineté nationale peut troquer cette souveraineté contre quelque chose d'autre? Vous êtes embêté.
Oh non, je suis sûr que demain, il dira qu'il n'a jamais dit ça. Et ses enfants et petits-enfants auront honte en voyant que celui qui doit défendre l'intérêt national, qui doit défendre la Constitution, fait adopter un texte contre la Constitution et a le culot, et là, je pèse mes mots, de dire qu'il l'a adopté à contre-cœur. Oui, Maître Adrien Oumbédi, un parcours certain, mais un aura aussi. Alors, a posé un certain nombre d'actes qui ont fait date, restés donc dans l'histoire, et d'autres qui s'en suivent. Président aujourd'hui de l'Assemblée nationale 7e législature, il a tenu le perchoir pendant d'autres législatures. Et ça, indéniablement, du travail avait été fait, clame bon nombre de ses concitoyens. Par rapport au vote de ce test de loi qui fait grincer assez dedans, Maître Adrien Oumbédi, oui, officiellement, Assemblée présentée ses mea culpa. Le vote a été fait et il a conduit ses pairs à ce processus à contre-cœur fidèle à Yénan. Cette posture de l'homme, vous, enseignant-chercheur, professeur de surcroît, vous l'interprétez de quelle façon? Si d'aucuns disent qu'il s'agit simplement d'une injure à tout un peuple, ça doit avoir quand même une autre explication. Oui, l'explication au plan je dirais, sociologique, pour cerner un peu le profil de la personne, c'est une explication qui relève toujours des négociations qu'il fait pour maximiser ses propres intérêts. C'est un acteur stratégique, un acteur opportuniste qui ne vise que ses propres intérêts. Et partant, il finit par se dévoyer en quelque sorte. Pourquoi? Parce que il oublie, en votant, en faisant voter, c'est cette loi qui interdit le droit de grève, on finit par jeter sur lui le discrédit, parce que c'est un juriste, comme l'a rappelé Maître Lao. C'est un juriste, hein, c'est un avocat. On ne peut pas s'attendre de lui qu'il méconnaisse le caractère foncièrement anticonstitutionnel, puisque la grève, le droit de grève, c'est un droit fondamental, institué par la Constitution. Donc c'est une liberté publique que protège la Constitution. Évidemment, Maître Lao a raison de dire comment se fait-il que lui, Adrien Oumbédi, en tout cas président de l'Assemblée nationale, ça veut dire que c'est une autorité législative qui se retrouve inférieure par rapport à la Constitution, de quelle compétence peut-il se prévaloir pour interdire une liberté protégée constitutionnellement? Là, il y a un problème de parallélisme des formes qui est posé, de parallélisme des compétences. Donc, vous voyez, mais s'il est arrivé à le faire, c'est parce que Maître Adrien Oumbédi n'a jamais lésiné sur les moyens pour parvenir à ses fins. Et donc, c'est un acteur politique et qu'en tant que tel, il n'a recherché que ses propres intérêts. Il est dans le soutien. Vous savez, les options fondamentales de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 90 a érigé le consensus comme étant un mode d'action publique au Bénin, et chaque fois tous les régimes d'ailleurs vont se targuer du consensus national pour pouvoir justifier ceci ou cela, mais en vérité cela dénature le système politique. Notre régime politique qui est la démocratie, cela dénature même la démocratie, parce que la démocratie est tout sauf le consensus. La démocratie n'est pas du consensualisme, la démocratie c'est le débat contradictoire. Et qu'aujourd'hui, en tant que chef de parti et président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi refuse le débat contradictoire. Il refuse donc les principes démocratiques. Il aurait pu s'en servir pour servir d'une ligne d'opposition en tant que contrôle de l'action gouvernementale par rapport au gouvernement. En tout cas, par rapport à ces actes qui continuent d'être décriés, Maître Adrien Oumbédi pense avoir joué sa partition et espère que la Cour constitutionnelle jouera la sienne. Naturellement, en tout cas, maintenant, les yeux sont rivés sur la Cour constitutionnelle qui doit avoir toutes les pressions maintenant pour pouvoir décider
pouvoir décider dans le sens même de la loi fondamentale. On verra bien si la Cour constitutionnelle, je me doute bien, si la Cour constitutionnelle va aller dans le sens de l'Assemblée nationale en interdisant. Évidemment, vous savez, le droit de grève. Le droit de grève, c'est un droit fondamental, mais évidemment, ce n'est pas un droit absolu. Ce n'est pas un droit absolu, puisque on peut comprendre un peu la logique des gouvernants aujourd'hui de penser qu'il faille, pour le secteur de la santé ou de la justice, réformer ce droit. On peut réformer. Vous savez, l'article 31 de la Constitution demande à ériger le droit de grève comme étant une liberté fondamentale, un droit fondamental, mais pas comme un droit absolu, puisque cet article prévoit la réglementation de... Donc, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer. On peut l'encadrer. Maître Adrien Ouédi reste aussi un homme politique, et de ses agissements, Maître Sadiko Alao ne sera pas, dit-il, surpris de voir l'homme se dédier demain par rapport à ses prises de position d'aujourd'hui. Et ceci reste plutôt un cliché trop collé à l'homme. Est-ce qu'on n'en abuse pas un tout petit peu? Je vous ai dit que ceux qui font carrière en politique, comme les nôtres au Bénin, soit qui se réfugient à l'Assemblée nationale ou ailleurs, ont opté pour le mensonge. D'ailleurs, vous êtes systématique là-dessus? Oui, les politiques... Écoutez, s'ils n'optent pas pour le mensonge, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de boulot. Leur boulot, c'est la politique. Donc, ils naviguent au gré de la politique, au gré du vent, de celui qui est en place, pour pouvoir avoir quelques prébendes. Étant donné que ceux dont ils vivent, c'est ce qu'on leur donne. Et celui qui donne les prend quelque part, puisqu'il n'a pas une planche à billets. Et qu'il n'hésitera pas à leur rappeler, mais je vous donne ceci, cela, vous croyez que j'ai une planche à billets? Mais ce n'est pas pour autant qu'ils laisseront ce dernier peut-être prendre dans la poche du contribuable et ne rien dire, Maître Sadiko Alao. Vous croyez que les politiciens professionnels ont une si haute conscience de cette réalité-là? Le quotidien prend le dessus, hein? Et si le peuple lui-même a voté, lorsqu'on lui a fait miroiter le conteneur qui contenait beaucoup d'argent et beaucoup d'or, vous croyez que les élus ou ceux qui font de la politique à titre professionnel sont vraiment au-dessus de ces basses réalités? Donc le peuple perd aujourd'hui le prix de son ignorance ou sa cupidité? De sa crédulité, parce que la réalité est là. Et les élus qui ne sont pas des professionnels, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'industrie, qui n'ont pas de source de revenus indépendantes et qui comptent sur les politiques pour les aider à en avoir ou pour fructifier leurs affaires, mais le calcul du peuple et de la souveraineté, ça vient en dernière position, nonobstant des dispositions claires des textes. C'est ainsi que nous sommes gouvernés. D'abord, les premiers à nous gouverner qui devaient en être conscients n'en sont pas conscients. Et ce ne sont pas les routes de secours qui en seront plus conscientes. Non. Les premiers à nous gouverner. Mais regardez la gouvernance hasardeuse que nous connaissons. Mais j'insiste, et je n'ai pas besoin d'insister parce que nous vivons cela tous les jours, à telle enseigne que la plus petite mesure que veut prendre aujourd'hui le gouvernement est considérée par ceux qui réagissent, ceux qui réfléchissent comme étant prise dans son intérêt personnel. Regardez le problème des camions à importer sans droit de douane. En fait, ça aurait pu être une mesure salutaire dans un environnement où nous devons lutter contre la pollution. Bon, donc, autoriser cette importation sans paiement des droits de douane devrait contribuer à renouveler notre parc automobile avec moins de pollution. Mais vous avez lu toute la polémique qu'il y a autour de cela. Tout à fait. Où l'on accuse l'exécutif de prendre ces mesures-là dans son propre intérêt, alors que c'est une mesure qui aurait pu être interprétée différemment. Vous voyez toutes les exonérations en matière fiscale pour l'enregistrement ou la transmission des biens immobiliers. C'est vite fait d'être interprété comme des mesures prises pour protéger uniquement le prince du moment qui achète tout. Mais
alors qu'il peut y avoir de bonnes intentions derrière. C'est pour cela que, à un moment donné, je crois qu'il y a 3 mois, moi et d'autres personnes avons dit qu'il faut remettre la balle à la terre dans ce pays, réunir tout le monde pour discuter de nos problèmes fondamentaux et repartir du bon pied. Nous sommes actuellement très, très, très mal partis. Je vois une institution comme l'Assemblée nationale prendre les devants, dire nous devons nous asseoir pour revoir la manière dont nous gérons nos problèmes et repartir du bon pied, ne pas attendre la catastrophe avant de dire qu'est-ce qu'on fait. Et c'est son rôle, l'Assemblée nationale, qui est souveraine, peut apprécier les événements au lieu de laisser les individus se permettre de saisir la Cour constitutionnelle pour remettre en cause l'autorité suprême et les tribunaux pour remettre en cause l'autorité du président de l'Assemblée nationale elle-même. Tout cela, c'est le désespoir qui crée ça. Si les gens assignent le président de l'Assemblée nationale, si les gens saisissent la Cour constitutionnelle contre la plus haute autorité du moment en haute trahison, même s'ils ne sont pas dans leur rôle, c'est vraiment le désespoir qui les oblige à faire tout ça. Merci, Maître Sadiko Alao, fidèle Ayena. L'avenir, vous l'entrevoyez comment, finalement, avec autant de données qui, pour Maître Sadiko Alao, n'augure rien de bon si l'événement ne se décide pas à se voir, s'asseoir autour d'une même table pour penser l'avenir. Oui, pour penser l'avenir, il faut voir dans quoi nous sommes. Nous sommes embarqués. Nous sommes dans une démocratie. D'abord, je rappelle que la politique, ce n'est pas l'art de mentir, c'est plutôt l'art de gouverner la cité. Et donc, c'est plutôt vertueux, la politique. Et quand il y a des mensonges, ce n'est qu'une dénaturation des dérives de la politique. Nous sommes dans un système démocratique, la démocratie. Je veux dire par là que la démocratie, vous savez, je rappelle Montesquieu pour dire que la démocratie, les démocrates, quand ils viennent au pouvoir, c'est pour s'enrichir. Et c'est ça qui autorise tout ce que nous voyons, toutes ces positions. Ce n'est pas le cas des aristocrates qui, eux autres, sont déjà riches avant de venir. Et donc, la conquête du pouvoir politique n'est pas à une finalité d'enrichissement, mais plutôt à une finalité de pouvoir avoir la noblesse politique. Donc, c'est cela. Vous pouvez comprendre par là que nous aurons les mêmes problèmes chaque fois que nous serons dans ce système démocratique. C'est aussi, quelque part, les inconvénients, les dérives d'un régime démocratique. Il faut pouvoir assumer. Merci à vous, fidèle Ayena. Merci également à vous, Maître Sadiko Alao. Le temps passe très vite. C'est la réalité. Mesdames, Messieurs, cette émission, si ceci vous est resté au travers de la gorge, sachez-le, on y reviendra au regard de l'évolution de l'actualité. Mais pour ce jour, nous allons devoir prendre congé de vous. Et ce sera en compagnie de Alphonse de Lamartine, cette citation que je vous ramène à raison. Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est songe et mensonge. Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs du moment. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve demain. À très vite donc.